Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo résumée WWE de la semaine, donc du 1 au 7 février. Donc comme d'habitude, comme chaque semaine, voilà, je présente un peu le concept pour ceux qui n'ont jamais vu ce type de vidéo. Je vais reviewer tous les shows WWE de la semaine. Donc on va commencer sans plus attendre avec Raw. Raw qui a commencé. Donc on a eu Drew McIntyre pour commencer cet épisode d'Euro. Drew McIntyre qui est venu sur le ring et qui a parlé de Edge qui a gagné le Royal Rumble. Voilà, il a dit qu'Edge devait prendre sa décision, donc il devait choisir quel champion il affrontera à WrestleMania. Et là c'est Edge qui est arrivé, Edge qui a dit qu'il choisirait en temps venu, mais qui n'apprécie pas le comportement de Drew. Voilà, il dit Drew, tu devrais te dire que je suis une menace pour toi, je suis une menace pour ton titre et tout. Et Edge, il s'affiche un peu méchant, on va dire, avec Drew, voilà. Et il agressif, voilà, c'est ça que je cherchais, c'est le mot que je cherchais, c'est il s'affiche un peu agressif avec Drew. Et Sheamus arrive, Sheamus dit qu'il apprécie pas en fait comment Edge parle à Drew. Il commence un peu à s'énerver, t'as McIntyre qui essaye de le calmer, Edge finit par s'en aller. Et là, McIntyre et Sheamus sont sur le ring et Sheamus porte son Brogue Kick à Drew McIntyre. Sheamus qui trahit donc Drew McIntyre. Personnellement, je suis assez content. Je pense que Edge ira défier Roman Reigns pour le championnat universel à WrestleMania. Donc pas un programme à construire pour le titre WWE pour WrestleMania. Et pour moi, ce serait assez utile de faire un Drew McIntyre Sheamus lors de WrestleMania. Et, franchement, c'est pour moi le programme le plus plausible si Edge va défier Reigns du côté de la branche bleue. Donc voilà, Drew McIntyre Sheamus pour WrestleMania, possible. Voilà, et je suis content que Sheamus ait trahi Drew McIntyre. D'ailleurs, après en coulisses, il va dire qu'il veut plus être le meilleur ami de Drew. Il est considéré que comme ça, et lui, ce qu'il veut, c'est le titre WWE. Il en a marre d'être considéré un peu comme celui en dessous de Drew. Voilà, et ça, j'ai trouvé ça très cool pour amener le heel turn, l'énième heel turn de Sheamus. Et donc, du coup, voilà pour ce match. On va pouvoir passer au match du titre de championnat United States. Bobby Lashley défendait son titre contre Riddle. Bobby Lashley était accompagné par MVP et ça a fini en DQ au bout de même pas 2 minutes parce que Lashley a porté trop longtemps son hurtlock dans les cordes. Donc compliqué, voilà, les matchs pour le titre US, Lashley Riddle, il y en aura, je sais pas, il y en aura combien avant d'avoir un vrai finish, avant d'avoir un vrai match qui dure longtemps. Mais voilà, j'ai mis un parce que c'est 2 minutes, finish de merde, déception, voilà, c'est voilà, déception, c'est ce qui résume bien ce match entre Bobby Lashley et Riddle pour le titre US. En plus, Riddle a été construit en gagnant un gauntlet, voilà, il a été super bien construit, Riddle. Et faire comme ça le booking du match, pour moi, je trouve ça complètement con personnellement, mais bon, c'est compliqué, même si après le gauntlet avait en soi pas spécialement construit Riddle, vu qu'il bat que MVP clean, on va dire. Donc bon, compliqué, hein, mais j'espère qu'on en aura un autre et que cette fois-ci, ils nous donneront 10 minutes de catch, quoi. Parce que là, ça commence à être vraiment compliqué de les affiches Riddle Bobby Lashley. Mais du coup, voilà pour ce match pour le titre US. On va passer maintenant à Xavier Woods contre Mustafa Ali. Alors, c'est un match qui a duré 4 minutes pour voir une victoire de Xavier Woods sur Mustafa Ali. J'aurais voulu voir Mustafa Ali gagner. Je sais pas où ça mène, cette rivalité New Day Rétribution. Enfin, voilà. J'ai mis 2,5 parce que le catch est bon. Franchement, le catch est assez cool. Mais le problème, c'est encore une fois que ça tourne en rond à Raw, cette rivalité New Day Rétribution. Xavier Woods, il affronte chaque semaine. Xavier Woods, il est contre un membre de Rétribution. Voilà, il s'en fout. Et c'est complètement con de faire autant de fois ces affiches, ces matchs, bref. Et donc voilà, pour moi, ce match entre Xavier Woods et Mustafa Ali, c'est 2,5, voilà, parce que ça allait encore. Et du coup, on va pouvoir passer au troisième match du show, mais d'abord, on a eu, pour amener à ce troisième match, on a eu un Miss TV. Alors, le Miss TV, c'était Bad Bunny qui était invité, et donc, t'as The Miz qui a proposé d'entraîner Bad Bunny, voilà. Et en fait, déjà, il a commencé par lui présenter ses excuses pour avoir brisé son matériel, et il a dit: je présente mes excuses, Bad Bunny, tu présentes tes excuses. Bad Bunny ne veut pas, donc du coup, ça part un peu en cacahuète, et Bad Bunny dit tu sais quoi, j'ai quelqu'un qui veut bien t'affronter, Miz, j'ai un ami qui est en coulisses qui veut bien t'affronter, et là, c'est Damian Priest qui arrive, et là, tu commences une bagarre. On a Damian Priest qui fait donc ses débuts à Raw. C'était prévisible qu'il débute dans le main roster. Personnellement, je pensais plutôt qu'il allait débuter à SmackDown, mais bon, voilà,
c'est pas spécialement important. Mais donc voilà, il débute à Raw et il affronte The Miz dans un match que j'ai trouvé personnellement très cool, auquel j'ai mis 2,75 et qui montre bien le talent de Damian Priest par rapport au main roster. Voilà, Damian Priest, c'est un mec, niveau main roster, il m'intéresse. Niveau main roster, ça m'intéresse bien de voir Damian Priest. Et donc voilà, il bat logiquement le Miz. Hein, c'est logique, en un peu plus de 4 minutes. Le Miz qui était accompagné par John Morrison, hein, je ne l'ai pas précisé, mais voilà. Victoire de Damian Priest. Le segment a servi à introduire Damian Priest à Raw. Mais ok, faites plus apparaître Bad Bunny, juste j'ai pas envie de voir ça à Raw. Mais bon match. Mister Money in the Bank qui continue d'être un peu décrédibilisé, mais Priest va être à mon avis une des forces principales de Raw ces prochaines semaines. Du coup, on passe ensuite à un match pour le titre par équipe de Raw où c'était Cedric Alexander et Shelton Benjamin qui défendaient les titres contre la Lucha House Party, Grand Metallic et Lince Dorado. Et donc ce match était bizarrement très bon. Voilà, j'étais pas spécialement hype. C'est pour moi le meilleur match du show. J'ai mis 3,25. J'ai clairement trouvé ça très très cool. Franchement, pour ce que c'était, pour un match de championnat tag d'Euro, qui sont quand même mal utilisés, la division tag d'Euro, c'était vraiment bien. J'ai mis 3,25. Comme je l'ai dit. Franchement, le work de tout le monde a été très cool à voir. C'est surtout la storyline entre Alexander et Benjamin qui est bien cool, clairement. Avec un peu des disputes entre les deux hommes. Mais voilà, il y a eu des bons spots avec la Lucha House Party qui sont deux très bons high flyers. Alexander aussi bouge bien, bouge vite. Benjamin, catcher très underrated, et voilà, ça te donne un bon match avec 4 catcheurs comme ça, c'est normal. Leur business, je sais pas vers qui ils vont aller après pour les championnats tag. Peut-être les Hardy Bros, si l'équipe revient, même si je suis pas le plus sûr de ce qui va se passer. La division par équipe, donc d'Euro. Et du coup, avec ça, on va pouvoir passer à un match pour déterminer les prochaines challenges au championnat féminin par équipe de Nia Jax et Shayna Baszler qui ont récupéré les titres au Royal Rumble face à Asuka et Charlotte Flair, donc c'était un match de kick-off. Et du coup, là, on a eu Lana et Naomi contre Asuka et Charlotte Flair contre Dana Brooke et Mandy Rose. Finalement, victoire de Lana et Naomi avec une distraction de Lacey Evans qui a fait sortir Charlotte Flair du ring. Asuka s'est pris le pin, euh, donc là c'est compliqué. Naomi qui pin Asuka, ok. Je vois pas pourquoi Asuka prend le pin et pas une Dana Brooke ou une Mandy Rose. Après, est-ce que c'est pas construit pour que Brooke et Rose soient les prochaines championnes? Je sais pas, mais dans tous les cas, bon, la championne qui se fait pin, c'est très compliqué. Lana et Naomi, même pas une vraie équipe. Voilà, c'est la première fois qu'ils font équipe, hein, ils gagnent le match, bon, on s'en fout. Et bon, voilà, c'est lourd, franchement, c'est lourd de voir Lana gagner des matchs, même si là c'est Naomi qui fait le tomber, mais c'est sur Asuka qui est championne d'Euro. Je trouve le booking complètement con, en plus le truc de 11 minutes, le match est mauvais. J'ai mis 1,75. Parce que quand même, ça dure 11 minutes, donc elles peuvent pas faire trop de merde. Enfin, après, c'est déjà arrivé de voir des matchs de 11 minutes avec bien de la merde, surtout chez WWE et surtout à Raw avec la division féminine. Mais là, ça allait. Asuka fait une bonne paire. Voilà. C'est 1,75 pour moi. Et du coup, Lana et Naomi seront les premières challengers de Nia Jax et de Shayna Baszler pour les titres féminins par équipe. On va pouvoir passer ensuite à Carlito et Jeff Hardy contre Elias et Jason Riker. Victoire donc de Carlito et de Jeff Hardy en 6 minutes. J'ai mis 1,5, c'était le match retour de Carlito. Disons qu'il est pas mauvais. Voilà, disons qu'il est loin d'être mauvais, Carlito, mais bon, c'est surtout Elias qui me saoule. Euh, voilà, Jackson Riker, ça va, mais pas de charisme. Pas intéressant sur le ring, mais franchement, ça va, il est plutôt cool dans ce qu'il fait. Mais franchement, Carlito est pour moi le MVP du match. Voilà, Carlito pour son match de retour est le MVP. Je suis content pour lui, je suis content que ce soit un retour à plein temps et que le Royal Rumble n'ait pas donné à Carlito juste un retour d'un soir comme a pu l'avoir apparemment Christian, ce qui est dommage, voilà, et va déjà faire un retour qui gâche le Royal Rumble, enfin qui gâche une partie du Royal Rumble et en plus qui sert à rien après, bon, c'est compliqué. Mais du coup, voilà pour ce petit match qui est pas très intéressant en tout cas. On va pouvoir passer ensuite à un match entre Alexa Bliss et Nikki Cross. Le match a duré 7 minutes pour voir une victoire d'Alexa Bliss. Donc c'était nul. Un match d'Alexa Bliss, nouvelle gimmick. Comme vous le savez, toutes les semaines, je le dis, je me plains. Alexa Bliss, quand elle catch, ok, mais là, elle catch pas. J'ai mis 0,5, c'est nul sur toute la ligne. T'as des transformations d'Alexa Bliss pendant le match. C'est d'un nul. C'est d'un nul. C'est dingue. C'est comme chaque match d'Alexa Bliss aujourd'hui, c'est nul, pas intéressant, tout est mauvais. Euh, le caractère work de Bliss est dégueulasse. Cross est nul sur le ring. Donc bah voilà, et c'est Alexa Bliss qui gâche tout, c'est même pas Nikki Cross. Voilà, Nikki Cross a été meilleur qu'Alexa Bliss dans le match. Voilà. Et moi j'ai mis 0,5, c'est de loin le pire match du show
Et Alexa Bliss, de toute façon, c'est rare que je mette plus que un match d'Alexa Bliss avec sa nouvelle gimmick. Voilà. Compliqué, compliqué. Et du coup, on va pouvoir passer au main event. Main event qui a été amené un peu pendant tout le show où Randy Orton a fait une promo comme quoi il n'était pas content que Edge l'avait éliminé en dernier au Royal Rumble. Voilà, et du coup, il voulait affronter Edge et l'empêcher d'aller à WrestleMania, l'empêcher d'aller main eventer WrestleMania pour avoir un match pour le titre. Voilà, Randy Orton veut affronter Edge et c'est ce qui se passe dans le main event d'Euro. Randy Orton affronte Edge donc dans un match qui a duré 16 minutes pour avoir le moins bon des trois matchs qu'ils ont eu. Hein. Clairement, j'avais adoré leurs deux matchs de l'année dernière, leurs deux matchs 1 contre 1. Bon, là, c'est un match de weekly, c'est logique que ce soit le moins bon. Hein. Euh, Personnellement, j'ai quand même trouvé que ça allait. J'ai mis 2,75. Voilà, j'ai mis 2,75 à ce match. À la fin, tu as une intervention d'Alexa Bliss qui distrait Randy Orton pour qu'il au final se prenne un tir par Edge et perde le match. Ça m'a saoulé, ça m'a fait enlever 0,25. Voilà. Toujours les trucs avec Orton, Alexa Bliss, le feed, c'est vraiment chiant. Euh, mais je pense que même que je préfère le feed d'Alexa Bliss. Voilà, c'est chaud. Edge a fait des bons spots. Voilà, c'était du bon catch. Ça fait longtemps qu'Edge a pas catché un contre un. Enfin, voilà, c'est fait depuis Backlash qu'il a pas catché quelque chose d'autre que le Rumble. Donc voilà, ça faisait longtemps, ça a été bien fait. Orton a quand même carry le match. Ouais, Orton a carry un match, ça lui était plus arrivé depuis je sais pas combien de temps. Mais bon, là c'est Edge, donc c'est assez compliqué. 16 minutes de catch qui était pas du tout dérangeant. Et pour un bon un main event décent et 2,75 pour ma part. Du coup, ce rôle, je l'ai pas trouvé si dégueulasse que ça en fait. Ce Raw, malgré le nombre de matchs, c'est inintéressant. T'as eu des trucs cool, t'as eu les débuts de Damian Priest, t'as eu le match de championnat par équipe d'Euro. Enfin, moi, de toute façon, c'est ce que je conseille, hein, c'est de voir le match pour les championnats de tag d'Euro, qui était très très cool par rapport à cet épisode, et de voir le début de Damian Priest et son match contre le Miz. Voilà, parce que c'était clairement cool. Donc voilà, c'est les deux choses que je conseille bien pour ce petit Raw si vous voulez regarder Edge Orton, mais pour 16 minutes, franchement, il y a autre chose à faire pour de 16 minutes, mais bon, voilà pour cet épisode d'Euro. On va pouvoir passer désormais à Main Event. Donc Main Event qui a eu comme d'habitude deux matchs, voilà, c'est le programme habituel de Main Event et ça a commencé avec Humberto Carrillo contre Drew Gulak et dans un match de 6 minutes. Ils ont fait un truc assez cool auquel j'ai mis 3 étoiles. C'est clairement de bons catcheurs et c'est un bon opener. Euh, Voir un match comme ça à Main Event, c'est très cool. C'est pas souvent que Drew Gulak peut montrer son talent chez WWE et même si le match est pas incroyable, j'ai vraiment pris du plaisir à regarder ce match. C'était très cool. Ouais, c'est un bon point, un bon opener pour Main Event. T'as pas de storytelling, un normal, mais franchement niveau in-ring, c'était très cool. Victoire d'Umberto Carrillo, donc ce qui est assez dommage pour Gulak. Et du coup, on va pouvoir passer au main event de main event. Angel Garza a affronté Ricochet et c'est Angel Garza qui a gagné au bout de 9 minutes en faisant un tombé avec les pieds sur les cordes, en ayant contré un recoil d'une manière assez bizarre. Euh, le match m'a vraiment déçu. J'ai trouvé le match pas intéressant. En fait, c'était pas intéressant de voir ce match, même si j'adore les deux catcheurs, mais franchement, j'étais pas investi dans le match. La séquence de finish était vraiment dérangeante. J'ai pas compris, c'était très brouillon. Moi, j'ai mis 2,5. Je suis vraiment déçu. J'espère qu'on va revoir ce match à Main Event. Même si je préférerais l'avoir à Raw, hein, qu'on soit bien d'accord. J'espère qu'on va revoir ce match la semaine prochaine à Main Event. Parce que là, c'était vraiment, vraiment décevant de voir ce Angel Garza contre Ricochet avec malheureusement aussi peu de work rate présenté dans le match. Voilà, c'était compliqué tout le long. Ça dure 9 minutes. Mais même en 9 minutes, ils n'ont pas eu le temps de faire un truc très cool. Donc voilà, j'ai mis personnellement 2,5. Du coup, voilà, Main Event, comme d'hab, pas intéressant, regardez pas. Voilà, c'est Main Event, c'est un show même, un show même C pour WWE. Et après Main Event, sur lequel je passe toujours rapidement, on va passer donc à NXT. NXT qui a commencé avec un match pour le Dusty Rhodes Tag Team Classic féminin, donc le seul match de Dusty Rhodes Tag Team Classic féminin de ce show. Il y aura, vous verrez un peu plus tard, des matchs de Dusty Rhodes Tag Team Classic masculin. Il y aura les deux derniers quarts de finale. Et là, donc du coup, on a eu Dakota Kai et Raquel Gonzalez contre Casey Catanzaro et Kaiden Carter. Le match a duré 13 minutes pour voir une victoire de Dakota Kai et de Raquel Gonzalez. Personnellement, j'ai trouvé que ça allait. J'ai mis 3 étoiles. Voilà, j'ai mis 3 étoiles. J'ai trouvé que l'opener était, pour un opener, c'était très cool, mais probablement l'un des meilleurs matchs du début du Dusty Rhodes Tag Team Classic pour la partie féminine en tout cas. Gonzalez s'est montrée assez forte. Clairement, le Catanzaro est en dessous de tout hein, dans ce match. Elle est vraiment, vraiment mauvaise. Casey Catanzaro, c'est chaud. Elle botche à chaque fois son finisher. Euh, Franchement, j'ai l'impression qu'en 2 matchs, elle a toujours botché son finisher. Catanzaro, c'est chaud. Elle fait aussi un crossbody qui est dégueulasse à l'extérieur du ring depuis un poteau. C'est horrible. Euh,
Enfin bref, voilà pour ce match en tout cas, mais clairement, c'est loin d'être bon du côté de Kessie Catanzaro, mais Kai et Gonzalez, c'est une super équipe, donc elles ont rattrapé un peu le truc. Et m'ont fait mettre 3 étoiles à ce match, donc Kai et Gonzalez avancent en finale du Women's Dusty Rhodes Tag Team Classic, finale qui aura lieu du côté de NXT TakeOver Vengeance Day, dont je sortirai mes pronostics très bientôt. Et donc, du coup, on va cette fois-ci parler d'un match simple, Austin Theory contre Leon Ruff. Austin Theory contre Leon Ruff, euh, personnellement, j'ai trouvé que c'était assez moyen. J'ai mis 2,5, ça a duré 6 minutes pour voir une victoire d'Austin Theory. Euh, le problème, c'est vraiment Leon Ruff, quoi. Le mec est pas ouf. Et c'est compliqué, Leon Ruff. T'as des bonnes séquences, mais t'as une séquence où t'as Ruff qui fait tout pour faire que Gargano soit dégagé en backstage par l'arbitre. Voilà, il fait semblant que Gargano le frappe, mais pour un face, mais je trouve ça mais complètement con pour un babyface, c'est chaud. C'est comme t'as des moments, t'as des interventions de Gargano, des kicks, des nocelles, tu sais même plus ce que c'est que le selling dans certaines séquences. Théorie fait une bonne performance, voilà. Théorie fait une bonne performance. Pour moi, c'est 2,5 ce match. Parce que c'est très très compliqué des fois avec Leon Ruff. Pour moi, de toute façon, Leon Ruff, pour moi, c'est pas un bon catcheur. C'est le genre de mec au début, t'es hype, et en fait, tu te rends compte qu'il est pas bon. Donc, bah, c'est compliqué. C'est compliqué, Leon Ruff. Et du coup, pourtant, avant, j'aimais bien. J'étais content quand il a pris le titre dans américain. Mais là, c'est mort. Hein. Leon Ruff, c'est ce nom. Il est pas intéressant, pas de télé. C'est complètement con. Donc voilà, 2,5 grâce à cette théorie. On va maintenant passer au premier des deux derniers quarts de finale du côté du Dusty Rhodes Tag Team Classic masculin. On avait la Legado del Fantasma, Joaquin Wilde et Raúl Mendoza contre la Lucha House Party, donc Grande Métallique et Lince Dorado. Ça a donné une victoire de la Legado del Fantasma en un peu plus de 10 minutes, dans un match assez cool. Franchement, j'ai bien aimé le match, j'ai trouvé qu'il y avait des bonnes séquences. C'est deux équipes de Cruiserweight qui sont excellentes, ça me hype beaucoup. J'attendais un peu plus en connaissant le talent que les 4 mecs ont, surtout Raúl Mendoza qui est absolument fantastique. Mais ça me satisfait, ça reste mon deuxième match favori du show. J'ai mis 3,25, voilà. Le finish est très très bien amené. Wild et Mendoza sont super, bordel. En équipe, Wild et Mendoza, c'est superbe. En demi-finale, donc, ils vont aller affronter MSK. Euh, dans un truc qui risque d'être très très cool. Voilà, MSK contre Joaquin Wilde et Raúl Mendoza, c'est un truc qui m'aille vraiment énormément. Vraiment, j'ai envie de voir ça. T'as MSK, ils ont un peu débarqué après le match. Voilà, ils ont débarqué après le match pour hyper le match contre la Liga de la Fantasma. Bref, c'était vraiment. Mais en tout cas, le match contre la Lucha Party est très cool. J'espère vraiment qu'on en reverra peut-être un, même à 205 Live, pour la déconne, et victoire de Legado del Fantasma. Voilà, mais pour la déconne, et faire un gros match cette fois-ci, j'aurai un match où je peux aller jusque 4 par exemple. Franchement, c'est des équipes qui m'intéressent à mort, et un 3,25 c'est quand même relativement décevant, même si ça reste très satisfaisant pour un weekly. Du coup, on va passer ensuite à un match entre Tony Storm et Jessica Mea. Jessica Mea qui était accompagnée par Alia et Robertson. Robertson qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, donc voilà, c'est un peu le retour de la Robertson brand. Voilà, c'est pas spécialement intéressant, mais donc du coup, ça reste une information à prendre en compte. Et donc c'est un match qui a quand même duré une minute, un peu moins d'une minute 30, parce que tout simplement Storm a remporté le match par DQ en se faisant attaquer par Mercedes Martinez. Après t'as eu une grosse brawl, Martinez, Storm, Shirai, voilà, pour bien hyper leur match de Takeover Vengeance Day, qui me hype à mort déjà, de base, en connaissant les 3 noms, pardon, qui sera pour le site féminin de NXT, mais voilà, pas spécialement intéressant. L'in-ring du Storm Kamea, pour vous dire, c'est néant. C'est néant, ça dure une minute 30, j'ai mis 0, hein, parce que bon, on s'en fout, voilà. Et, puis Robertson Brand, qu'est-ce qu'on en a à foutre, sérieusement. Franchement, non, pas envie de voir ça, clairement. Mais voilà pour ce match qui continue le programme. D'ailleurs, en parlant de NXT Takeover Vengeance Day, pour le NXT, tu as eu l'annonce d'un Johnny Gargano contre Kushida pour le championnat nord-américain. En fait, tu as Gargano qui se faisait interviewer en coulisses, et tu as Mackenzie, enfin pas Mackenzie, mais l'intervieweuse, en fait, qui lui posait des questions qui faisaient plaisir à Gargano. Elle commence à lui poser une de questions. Il dit ouais, toi t'es une bonne intervieweuse comparé à la précédente et tout. Et là, il est en train de lui dire ouais, qu'est-ce que tu penses que tu vas affronter Kushida à Takeover Vengeance Day. Et là, que tu vas défendre ton titre à Takeover Vengeance Day. Et là, t'as Gargano, il dit contre qui, et la meuf, elle dit Kushida, et là, t'as Gargano qui commence à s'énerver et tout. Et ils vont au bureau de William Regal et tout, et t'as Kushida qui arrive, et t'as une brawl, et c'est. Ouais, j'ai trouvé ça super. Enfin voilà, moi j'ai trouvé ça super, c'était assez drôle, c'est vraiment drôle de voir Gargano réagir comme ça. Pourtant, Gargano, c'est pas le mec que j'ai le plus particulièrement dans mon cœur, mais non, c'était un segment assez drôle pour amener le Gargano Kushida de Takeover Vengeance Day. Et du coup, on va passer cette fois-ci à un match de championnat qui avait lieu à NXT, puisque c'était Santos Escobar qui défendait son titre contre Kurt Stallion, donc le titre Cruiserweight.
Personnellement, c'est un match que j'attendais beaucoup. Franchement, c'est un match que j'attendais énormément. Je vois 205 Live toutes les semaines. Je vois le travail de Kurt Stallion dans le ring qui est absolument super. Santos Escobar, c'est un catcheur que j'adore personnellement. Donc voilà, j'étais extrêmement hype de voir ce match pour le titre Cruiserweight. Je me suis dit, bon, Escobar va conserver, c'est assez sûr, mais ça reste un match que j'ai vraiment, vraiment envie de voir, ce Escobar Stallion, et j'ai été ultra déçu. Parce que, bon, j'ai mis 3,25, mais c'est ultra décevant pour moi. Le problème du match, c'est que, bon, ok, le match est vraiment bien sur le ring. Franchement, le match est hyper propre dans le ring. Le match est hyper propre. À un moment, t'as un énorme backbreaker d'Escobar pour reprendre l'avantage. J'ai cru qu'il avait littéralement brisé le dos de Stallion. C'est pour reprendre l'avantage. Je trouve que c'est un truc tellement violent. Je trouve que c'est un truc tellement bien. Voilà. Mais franchement, il y a un truc qui était très très problématique dans le match, c'est Scarlett Bordeaux. Scarlett Bordeaux qui est, en fait, si tu veux, ils ont plus fait le focus sur Scarlett Bordeaux qui est en train de regarder le match parce que tu vas voir un Karen Cross contre Santos Escobar. Ils étaient plus focus sur Scarlett Bordeaux qui regarde le match que sur le match lui-même. On s'y fait toutes les 10 secondes, t'avais des plans sur Scarlett Bordeaux, puis le match, tu l'oubliais. C'est hyper problématique, sachant que bah, du coup le match est gâché en fait. Et t'as l'impression que les mecs se disent bon c'est un match qui est pas important, on s'en fout, on le montre même pas. Et t'as tout le temps des focus sur Scarlett, mais c'est chiant, bordel. C'est chiant, pourtant la première partie du match est super, t'as pas Scarlett Bordeaux. Et la deuxième, tu te montres Scarlett Bordeaux tout le temps, c'est chiant, bordel. Sérieux, montrez le catch quoi, montrez le catch qu'il y a. C'est bon, on a vu qu'elle regardait, calmez-vous. Remettez-moi le catch. C'est vraiment vraiment chiant en tout cas. C'était très chiant. Le match est très cool. Bon affrontement il contre Faye, j'ai rien à dire. Mais sans Scarlett Bordeaux, je serais allé à 75-4 hein, pour vous dire. Mais là, franchement, ça m'a tellement dérangé. Moi, je mets 3,25 et je suis plus proche du 3 que du 3,5 parce que l'Idrig est super cool, ce qui était attendu entre deux super catcheurs. Mais voilà, ça reste pour moi qu'un 3,25 et gros problème de ce match, Scarlett Bordeaux, et c'est très dommage de gâcher un match comme ça. Et du coup, après le match, on a eu Karrion Cross qui est venu défier Santos Escobar. Voilà, Santos Escobar qui avait pas peur, qui regarde Karrion Cross. Voilà, duel de regard. Karrion Cross toujours assez gênant. J'ai du mal avec ses expressions faciales. Voilà, non, c'est un mauvais catcher, hein, Karrion Cross, mais c'est compliqué. Voilà, c'est très compliqué. Et on va avoir un Cross contre Escobar. Voilà, Cross qui a défié Escobar et je pense pas spécialement qu'on l'aura Vengeance Day, mais pourquoi pas dans des NXT un peu plus tard, le temps de construire une vraie rivalité. Et du coup, voilà pour ce match pour le titre NXT Cruiserweight et donc l'après-match qui concerne. Et on va passer désormais au main event. Le main event, c'était le dernier quart de finale pour le Dusty Rhodes Tag Team Classic masculin 2021. C'était Timothy Thatcher et Tommaso Ciampa contre l'Undisputed Era, donc représenté par Adam Cole et Roderick Strong. Et donc, ce match a été gagné par Tommaso Ciampa et Timothy Thatcher en 17 minutes de catch, où Tommaso Ciampa a fait le tomber sur Roderick Strong à l'aide de son Willow's Bell. Personnellement, j'ai vraiment bien aimé le match. Pour moi, c'était vraiment le meilleur match du show. Ciampa et Thatcher, c'est vraiment une super équipe. Franchement, à chaque fois qu'ils sont ensemble, ils vont tellement bien ensemble. Là, je veux dire, ça fait 2 matchs qu'ils ont fait en tag et bordel, c'était bien. La semaine dernière, pardon, ils étaient à 205 Live, super. Et là, contre Deepus Dera, j'ai vraiment adoré. Gros 3,5. La fin du match est très intelligente. En fait, c'est Thatcher qui fait tout le travail pour Ciampa. Il est à l'extérieur du ring. Il met KO Adam Cole. Derrière, t'as Strong qui arrive à le mettre KO, mais Strong veut revenir et se prend le Willow's Bell de Ciampa en opportuniste. Superbe. Catch intelligent, voilà. Les uppercuts de Thatcher sont superbes. Franchement, le storytelling est super. Intéressant, évident mais intéressant, voilà. Les échanges Cole-Ciampa sont très bons également. Et enfin, Dipulsidera est dégagé du tournoi. Enfin, Adam Cole est plus sur mon écran, voilà. Ça me fait plaisir. Dès que je peux avoir un peu de répit en ne voyant plus Adam Cole sur mon écran, ça me fait plaisir. On va pas se cacher que je suis pas non plus le plus grand fan d'Adam Cole, hein. Mais, mais voilà, quand c'est trop, c'est trop. Et Adam Cole me saoule bien, donc voilà. En plus, là, c'est un bon match, donc voilà. Il peut dégager tranquillement, Adam Cole. Ça ne me dérange absolument pas. Du coup, ensuite, après ce NXT qui était quand même très bon, un très bon épisode de NXT. Personnellement, ce que je conseille, c'est le main event, hein, évidemment, et peut-être également le Legado del Fantasma contre Lucha House Party qui était également bien bien cool. Et du coup, on va pouvoir passer à NXT UK. Alors NXT UK qui a commencé avec Nina Samuels contre Xia Brookside, victoire de Nina Samuels en un peu moins de 5 minutes. Personnellement, j'ai mis 2,25. J'ai trouvé le match très botché, vraiment mal fait en fait. Nina Samuels et Xia Brookside, c'est vraiment pas de workers que je porte dans mon cœur. Euh, c'est compliqué, franchement, tout le match, sans que les 5 minutes, c'est compliqué. Elles mettent du temps à se mettre dans le match. Surtout Nina Samuels, que je trouve bien pire que Xia Brookside, personnellement. Encore de Xia Brookside, ça peut aller. Mais Nina Samuels, c'est compliqué. Voilà, d'ailleurs, c'est Xia Brookside qui a les meilleurs moments du match.
j'ai mis 2,25, j'ai pas réussi à être investi, enfin, c'est normal. Victoire de Nina Samuels, donc qui a l'air de bénéficier d'un push. Voilà, j'ai pas envie de voir Nina Samuels trop dans la carte, donc ça me fait peur. Personnellement, Xavier Brookside, ça m'aurait vraiment pas dérangé. Ça me dérangerait pas, par exemple, qu'elle ait un petit push sans non plus aller trop haut dans la carte. Mais voilà, Xavier Brookside n'est pas non plus ouf, mais fait un peu le travail, contrairement à Nina Samuels, qui est vraiment mauvaise et sans charisme, et c'est très compliqué, hein, Nina Samuels. Du coup, voilà pour cet opener auquel j'ai mis 2,25. Et on va pouvoir passer maintenant au deuxième match. Le deuxième match, c'est Joseph Connors contre Josh Morrell. Victoire de Joseph Connors en 5 minutes 40. Franchement, ça allait. J'ai mis 2,75. C'était plus un long squash qu'autre chose pour donner la victoire à Joseph Connors. C'était pas spécialement fou, mais ça a marché grâce au heel work de Joseph Connors avec Ginny dans son corner. Ils ont eu quelques petites séquences où Jenny motivait Connors, où elle lui disait détruis-le, vas-y et tout. Et franchement, le catch il n'est pas si mauvais que ça. Même si l'action n'est pas spécialement intéressante et que le match est là juste pour construire Connors, franchement, c'était pas dégueulasse. Voilà, j'ai mis 2,75. C'est un peu au-dessus de la moyenne, mais ça, voilà, comme je l'ai dit, c'est pas le match qui va intéresser, mais ça reste cool et bien fait avec le heel work de Connors qui est très bon. Au début, j'étais assez sceptique avec l'association Ginny et Joseph Connors, mais là personnellement, je trouve que ça marche bien et franchement, moi, ça me fait plaisir de les voir tous les deux là, même pendant les matchs, ça fait du bon heel work, ça marche, donc moi, ça me plaît bien. Du coup, ensuite, troisième match du show. Le troisième match du show, c'était Ilya Dragunov contre Tyson T-Bone. Le match a duré un peu moins de 7 minutes pour voir une victoire d'Ilya Dragunov. Alors voilà, la victoire d'Ilya Dragunov est assez logique. C'était une bonne brawl avec des bonnes séquences. J'ai bien aimé la séquence de finish et ça élève un peu mon rating parce que j'ai pas spécialement aimé les interventions de Sam Gradwell pendant le match. Il a vraiment gâché de l'in-ring pendant le match. En fait, il arrivait un peu pour faire semblant de coacher Ilya Dragunov pour se moquer d'Ilya Dragunov. Voilà, je pense que tu vas avoir un Dragunov contre Sam Gradwell dans quelques semaines, ça me surprendrait pas, même la semaine prochaine. Mais enfin voilà, Dragunov T-Bone a été gâché par ça, mais sinon franchement ça reste du bon catch. Franchement T-Bone est bien moins mauvais pardon qu'on le pense. C'est un bon 3,25 franchement qui m'a bien plu. C'est quand même, je pense, mon deuxième match préféré du show. Clairement, ça s'envoyait bien dans la gueule. Victoire de Dragunov parce que l'arbitre arrête le match, donc ça, j'ai trouvé ça encore plus super. Que T-Bone ne puisse plus continuer, tout ça. Franchement, super fin. Donc voilà, comme je le disais, Sam Gradwell qui gâche ce qui se passe dans le match, mais Ilya Dragunov, c'est un personnage qui reste très intéressant dans son évolution, en tout cas en ce moment, depuis sa défaite contre Walter et son teasing de heel turn. Pour moi, c'est quelque chose qui est très très cool. Et du coup, on va passer ensuite au quatrième match du show. Le quatrième match du show, c'était Joe Coffey contre Danny Jones. Alors personnellement, de toute façon, comme vous vous en doutez en voyant les noms, c'était un squash. C'est un squash de moins de 3 minutes auquel j'ai mis 2,25 parce que le catch était bon, mais bref, voilà. Victoire de Joe Coffey très, très importante, enfin pas très importante, mais qui l'amène un peu plus haut dans la carte, voilà. Je suis content de voir Joe Coffey avoir ce genre de squash. C'est clairement un excellent catcheur. Donc voilà, j'ai rien de spécial à dire sur ce match, hein. Comme je l'ai dit, c'est un squash logique. Danny Jones, c'est un jobber qu'on a, je crois, jamais vu en plus avant du côté de NXT UK. Donc, ça m'étonne pas trop. Danny Jones, c'est un mec qui tourne surtout dans l'indie UK depuis quelques années, qui, dans mes souvenirs, était déjà apparu chez All Japan en 2020. Euh, Enfin voilà, dans mes souvenirs, je crois qu'il avait même gagné une bataille royale. Enfin bref, voilà, c'est un catcheur qui est bon sans plus. Voilà, pour vous dire, c'est un mec qui peut faire de très bonnes performances avec le bon catcheur en face de lui. Voilà, c'est clairement ça. Du coup, ensuite, après ce Kofi contre Danny Jones, on va passer à Jordan Devlin contre Dave Mastiff. Jordan Devlin contre Dave Mastiff qui a été amené par en fait Jordan Devlin qui fait une promo qui veut n'importe qui affronter pour son championnat cruiserweight. En fait, c'est Dave Mastiff qui répond, mais du coup, c'est pas pour le championnat cruiserweight vu que Dave Mastiff est pas cruiserweight. Et Jordan Devlin d'ailleurs, il lui fait savoir, Mastiff il dit je m'en fous, je veux juste affronter, mais pas ton titre en jeu, tout ça. Du coup, t'as le match Mastiff Devlin parce que je sais pas pourquoi ils ont pas voulu mettre de match pour le titre cruiserweight. Mastiff Devlin, moi j'ai mis 3,5. Match très cool. Tout simplement, très bon main event. Victoire de Jordan Devlin, très très importante en 12 minutes. Je suis très content pour Jordan Devlin qu'il ait un adversaire comme ça pour se montrer. La confrontation de style est clairement très intéressante. Mastiff met over Jordan Devlin pour sa rivalité contre Trent Seven qui va
qui a commencé la semaine dernière quand Devin s'était fait attaquer par Trent Seven. Il a déjà la grosse victoire, donc même s'il perd le titre contre Trent Seven, il est protégé. Le World de Devin est super intelligent dans le match, même si le setting de Mastiff pendant le match est assez moyen. Voilà, assez moyen le setting de Mastiff, il y a eu quelques erreurs, mais franchement, ça reste un très bon match. Voilà, un gros 3,5 pour moi. Un des meilleurs matchs qu'on a eu chez WWE cette semaine, que vous retrouverez évidemment tout à l'heure dans mon top 3 des matchs de WWE cette semaine. Et donc, du coup, on va désormais passer après cet épisode de NXT UK qui était clairement oubliable, mais franchement un des meilleurs qu'on a eu ces dernières semaines, dans lequel je conseille le Jordan Devlin contre Dave Mastiff, qui était très bon. On va passer maintenant à 205 Live, l'avant-dernier show WWE de la semaine. Et donc 205 Live, comme habituellement, qui a eu deux matchs. On va commencer tout de suite avec l'opener. Voilà, on va être rapide avec 205 Live. L'opener, c'était un match par équipe avec Larry Daivari et Tony Nese contre Matt Martel et Sonny Singh. Oui, Matt Martel et Sonny Singh qui ont été mis en équipe. En fait, Sonny Singh, c'est la moitié des Bollywood Boys et Matt Martel, c'est la moitié des The Rise. Donc voilà, ils ont mélangé les deux équipes pour en faire une. Ok, d'accord, si vous voulez. Mais du coup, franchement, l'opener est bon. Malheureusement, Daivari n'était pas spécialement présent, même si, bon, le ring reste bon. Martel et Sonny Singh ne sont pas intéressants comme une équipe. Hein. Ça, c'était assez prévisible. Pour moi, c'est un mauvais choix de les mettre ensemble. Franchement, le finish est super. En fait, t'as Nice qui fait son running knees sur Sonny Singh. Après, t'as Daivari qui fait le tomber. Magnifique. Tout ça dans le dos de l'arbitre. Super finish pour donner une victoire au Hill. J'ai clairement apprécié ce qui s'est passé pour amener la fin. C'était vraiment très bien la manière dont Tony Nese a permis à son coéquipier de remporter le match. C'est d'une intelligence folle. Et voilà, moi je mets 3 parce que je suis pas le plus grand fan du match et de l'alchimie entre Matt Martel et Sonny Singh. Mais franchement, la fin est très très cool. Voilà, la fin est très très cool. Du coup, on va maintenant passer au main event, pardon. Le main event, c'était un singles match entre August Gray et Jake Atlas. Franchement, j'ai adoré les ring du match. Atlas et Gray sont super bons sur le ring. Ils ont fait des séquences incroyables. Le match est peut-être trop court. Je voulais vraiment en voir plus. Le match est super, mais la fin est dégueulasse, bordel, avec le botch referee et tout, et le compte de 2, le dégagement. Enfin, le compte de 3, le dégagement, j'ai rien compris. C'était vraiment la fin est mauvaise. Voilà, pour moi, la fin est clairement mauvaise. Euh, Franchement, le match est superbe, quoi. J'ai tellement kiffé ce que les deux mecs ont fait sur le ring. C'est une victoire d'Auguste Gray en 10 minutes. Mais bordel, les moves d'Atlas sont fantastiques. Oh, Jake Atlas, je l'adore, mais à un point, ce mec est tellement bon sur un ring. C'est dingue. Et enfin voilà, clairement, c'est un 3,25 qui aurait pu aller vraiment, mais vraiment beaucoup plus haut. Sans, sans la malheureuse fin. D'ailleurs, après le match, on a Aria Daivari et Tony Nese qui vont attaquer August Gray et Jake Atlas. Voilà. Pour finir le show, clairement, c'est un show que j'ai vraiment apprécié. Je conseille le Gray Atlas parce que même s'il y a la fin qui est très dommage, franchement, l'in-ring du match est juste superbe. Quoi. Ça se passe de commentaires. Et du coup, après tout au Fire sur lequel, comme je l'ai dit, je suis allé assez rapidement, je vais parler de WWE SmackDown. WWE SmackDown qui a commencé avec une promo de Roman Reigns. Roman Reigns qui est venu sur le ring avec Jey Uso, avec Paul Heyman, pour faire une promo clairement où il disait qu'il voulait absolument avoir le choix de Edge ce soir, que Edge avait gagné le Royal Rumble et qu'il voulait absolument affronter Edge à WrestleMania parce que c'est lui le champion qu'il faut affronter, c'est lui le meilleur champion. Et donc voilà, Reigns veut absolument que Edge le challenge. Donc voilà, c'est une promo qui était très intéressante, très cool, voilà. Rien à dire de spécial dessus, mais donc ce soir, Edge sera à SmackDown. Edge sera à SmackDown pendant l'épisode. Et on a eu ensuite le premier match. Le premier match, c'était Dominic Mysterio contre King Corbin. C'est un match qui a duré une dizaine de minutes. Personnellement, j'ai pas trouvé le match bon, hein, clairement. Euh, c'est dommage, c'est vraiment en dessous de la moyenne. Des interventions de Rey Mysterio, ce wannabe épique avec Dominique qui est, j'ai pas compris. Même le catch est pas bon parce que pourtant Corbin et Dominique, c'est deux mecs que j'aime beaucoup sur le ring. J'espère juste que la storyline est finie entre les Mysterio et King Corbin parce que ça mène à rien. Chaque semaine, ça n'amène à rien. C'est pas intéressant. Et là, ce match en est juste la preuve. Pour moi, c'est deux et pas plus. C'est clairement un match qui n'était pas ouf et que je ne conseille pas du tout. Mais comme je l'ai dit, j'espère que la storyline est finie parce qu'en plus, Dominique Mysterio gagne le match. Donc, tu fais gagner le Babyface en une dizaine de minutes, même si c'est pas trop Babyface parce que les interventions de Rey Mysterio, hein, voilà. C'est WWE et j'espère que la storyline est finie. On passe ensuite à un match entre Cesaro et Daniel Bryan.
Un match qui ne sera pas aussi bon que celui qu'ils ont eu il y a quelques semaines de cela, auquel j'avais mis 3,5 il me semble. Voici, j'ai mis 2,5 parce que tout simplement ça dure 4 minutes. Le catch est intéressant, sans plus, voilà. Ça reste vraiment un squash qui ne veut pas en être un, c'est compliqué. Pauvre Daniel Bryan, voilà, c'est compliqué. Après, de toute façon, je dis pauvre Daniel Bryan, mais ils vont le remonter. Et puis, de toute façon, Cesaro avait plus besoin de la victoire que Daniel Bryan. Donc, et je suis un grand fan de Cesaro, donc je ne peux, voilà, c'était, franchement, mais ça reste un bon match, voilà. Ça reste cool parce que Cesaro et Daniel Bryan sur le ring pendant 4 minutes, c'est cool. Mais je mets que 2,5. Pour moi, ça aurait peut-être dû durer un peu plus longtemps. Du coup, ensuite, après ce scénario contre Daniel Bryan, on a eu une interview de Bianca Belair en coulisses. Et donc Bianca Belair qui va dire par rapport à son choix pour WrestleMania, qu'elle n'a pas encore fait son choix, qu'elle le fera bientôt. Donc je préférais en parler. C'est une interview qui n'est pas spécialement intéressante, mais qui est importante pour la suite du déroulement de la route pour WrestleMania. Voilà, à chaque fois qu'on va voir du Edge, du Bianca Belair, ça va être intéressant. Et donc voilà, Bianca Belair qui nous dit qu'elle est encore sur le chemin de la réflexion par rapport à son match de WrestleMania. On passe maintenant avec Bayley contre Ruby Riott. Euh, donc du coup, Bayley contre Ruby Riott, c'était un bon match de 4 minutes, voilà, ça restait cool. J'ai mis 2,5 personnellement, je trouve que ça bougeait bien dans le ring. Bayley qui bat Ruby Riott avec son finisher, super finisher d'ailleurs de Bayley. Et donc voilà, pour moi c'est un match dont on s'en fout, voilà, clairement. Mais ça build bien Bayley pour la suite, pourquoi pas avoir des rivalités. Je sais pas, peut-être qu'on pourra avoir un Bayley contre Liv Morgan qui pourrait être intéressant. Ça pourrait être cool étant donné qu'elle a battu Ruby Riott, c'est Liv Morgan veut la venger. Et clairement, si tu leur donnes du temps, Bayley contre Liv Morgan, ça peut être très très cool. Même si je préfère Ruby Riott à Liv Morgan, hein, mais bon, s'ils vont pas donner du temps à Ruby Riott, quand même, faut pas déconner, ils s'en foutent. Mais du coup, voilà pour ça. On va maintenant parler de Bianca Belair qui est donc venue sur le ring. Et Bianca Belair, voilà, va parler un peu de WrestleMania, va parler de soit elle va choisir Asuka, soit elle va choisir Sasha Banks, voilà. Mais c'est Reginald qui l'interrompt. Reginald qui est un peu le manager hein, de Carmella, qui arrive et qui dit de toute façon, Belair peut vaincre Asuka, ok, pourquoi pas. Mais de toute façon, elle peut pas battre Sasha Banks et alors pas Carmella. Voilà, de toute façon, Sasha Banks peut battre Carmella, donc voilà. Et Carmella arrive et donc du coup, elle dit que Belair ne pourrait pas battre Carmella. Voilà, elle continue. Voilà, je ne sais pas pourquoi elle fait ça. Elle dit que Belair ne pourrait pas la battre. Ok, on s'en fout. Et elle dit également qu'elle a déjà battu Banks de leur premier match. Voilà, lors de leur premier match, elle avait battu Sasha Banks, Carmella, et elle l'affirme sous le nez voilà, de Bianca Belair. Et du coup, bah, ça va faire venir Sasha Banks. Évidemment, Sasha Banks, elle entend ça, elle vient direct. Et Belair, elle dit juste que tout ce qu'elle peut affirmer, c'est que de toute façon, Belair ne la battra pas. Voilà, Belair ne la battra pas. Euh, mais du coup, bah, de toute façon, si Belair veut la choisir, allez, choisis-moi, de toute façon, je te battrai pas. De toute façon, tu me battras pas, pardon. Et bah, Reginald coupe Bianca Belair qui voulait répondre à Sasha Banks, mais Belair, elle en a marre et elle attaque Reginald, voilà, et ça conclut le segment. Reginald, il se casse. Et le segment se finit comme ça, donc ça n'avance à rien pour la suite, pour le Royal Rumble, mais pour WrestleMania, pardon, avec Bianca Belair qui a remporté le Royal Rumble, mais c'est quand même un segment qui pose déjà des premières briques d'un Bianca Belair contre Sasha Banks. Du coup, ensuite, on a eu Dolph Ziggler et Robert Roode contre Otis et Chad Gable. Ziggler et Roode ne défendaient pas dans ce match les titres par équipe de SmackDown. Alors, personnellement, c'est un match que j'ai bien aimé. Ça durait 3 minutes 30, mais j'ai trouvé ça clairement très cool. C'est mon deuxième match préféré du show. J'ai mis 2,75. C'est un show qui, en termes de match, de qualité de match, monte assez crescendo. Euh, Franchement, j'ai trouvé ça bien cool. Après, Ziggler, Roode, super. Gable est super. Otis, un peu moins. Mais c'est surtout Ziggler, Gable que j'adore dans le match. Roode, je suis pas le plus grand fan. Otis, je suis pas fan du tout. Mais enfin voilà, franchement, la perf de Gable pendant le match est superbe. Clairement, j'aime bien ce qu'il fait avec Otis. À partir du moment où il coach Otis, moi je commence à bien aimer. Ouais, je commence à bien aimer ce qu'ils font. Bon, ça dure que 3 minutes 30, hein, on s'en fout un peu. Mais et victoire des champions pour bien les solidifier. Voilà, ça fait plaisir de voir Ziggler assez bien booké. Voilà, on ne peut pas dire non plus bien booké, mais ça fait plaisir de voir Ziggler avoir du momentum. Et donc, il gagne ce match par équipe en 3 minutes 30. Et donc, on a des champions solides. Enfin, on a des champions solides. Et du coup, on va passer ensuite au match pour le titre intercontinental. Donc, c'était le seul titre défendu lors de ce show. Big E défendait son titre contre Apollo Crews et Sami Zayn dans un triple threat match. Euh, Clairement, j'ai trouvé que c'était un bon match. Personnellement, j'ai mis la note de 3 étoiles. Euh, Ça restait bien cool, c'était pour des standards WWE, ça restait un bon match de championnat, hein, clairement.
Voilà, c'est pas incroyable. Sami Zayn fait une très bonne performance, voilà, clairement. J'ai bien aimé les faux finishes avec lui, avec Zayn qui finit par se dégager à 2 tout le temps et tout. Et franchement, j'ai bien aimé comment ils l'ont booké Sami Zayn dans le match, malgré que je suis pas le plus grand fan de son attitude et que je l'aime pas du tout même. Franchement, l'in-ring est bon et il y a des bons retours d'Apollo Crews. Comme il avait contré un Big Ending avec un Enziguri, j'avais trouvé ça très très cool et il faisait vraiment bien tourner le match en fait. Je, le second du Big Ending, franchement, il y a eu des très bons retours de la part d'Apollo Crews. Et clairement, c'est un bon match de championnat. Biggie réussit à conserver son titre en 12 minutes. Voilà, rien à dire. C'est très cool, logique de voir Biggie conserver. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec le titre universel, le titre intercontinental, pardon. Du coup, voilà pour ce match. Et on va passer à la promo qui a conclu le show. Le promo qui a conclu le show, c'est Edge qui va venir parler de Roman Reigns, voilà, qui veut l'obliger à faire son choix. Roman Reigns va finir par arriver avec Jey Uso et Paul Heyman. Euh, il va même demander à Uso et Heyman de s'en aller du ring, voilà, pour rester seul à seul avec Edge. Il va lui dire, moi de toute façon, je contrôle la situation, je gère. Euh, Tu vas avoir donc la promo qui va commencer un peu à chauffer. T'as Reigns, il lui dit reconnais-moi comme ton tribal chief et tout, et comme le meilleur champion, challenge-moi pour WrestleMania. Je veux juste t'entendre dire mon nom. J'ai vraiment bien aimé la promo, elle était très très cool. Et donc Edge ne va pas dire le nom de Roman Reigns, il va laisser un peu couler le suspense et Kevin Owens va arriver à la fin du show. Et Kevin Owens qui arrive pour attaquer Roman Reigns évidemment et qui lui porte un stunner pour continuer une rivalité interminable. Voilà, je suis pas content que Owens arrive à la fin du show pour attaquer Roman Reigns. C'est compliqué, c'est trop interminable cette rivalité, clairement. Le Last Man Standing, comme je dis, je l'ai pas aimé. Ça fait trop là, ça fait trop. Euh, et c'est la chose conclue sur ça, sur Owens qui triomphe. Donc voilà, qui célèbre son petit honneur sur Roman Reigns. Et donc le show se termine comme ça. Et du coup, voilà, c'est la fin de ce WWE SmackDown où pour moi, il n'y a rien à voir. Hein. Dans ce SmackDown, il n'y a rien à voir. Peut-être la promo de début de show avec Roman Reigns, la promo d'opener qui était très cool. Euh, mais sinon, pour moi, rien à voir. S'il y a un match à regarder, je pense que c'est le match pour le titre intercontinental, le Freeway, Biggie, Apollo Crews, Sami Zayn. Et du coup, après ce SmackDown, on va pouvoir passer à mon top 3 des matchs de WWE de la semaine. Et donc du coup, mon numéro 3 s'est déroulé à 205 Live. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'était Jake Atlas contre August Grey. C'était selon moi un très très bon main event de moins de 10 minutes auquel j'ai mis 3,5. C'était clairement très cool. Et franchement, c'était un très bon match de 205 Live, comme on en a l'habitude chaque semaine d'avoir des très bons matchs à 205 Live. En numéro 2, j'ai mis Jordan Devlin contre Dave Mastiff. C'était le main event de NXT UK. J'avais trouvé ça très cool, une très bonne confrontation des styles. Un cruiserweight contre un énorme powerhouse qui fait le boulot, clairement. Ce magnifique match, clairement un gros 3,5 pour moi. Et mon numéro 1, c'était le main event de NXT, Timothy Thatcher et Tommaso Ciampa contre Adam Cole et Roderick Strong. Oui, oui, j'apprécie les matchs de Adam Cole, quelquefois ça arrive. Euh, Franchement, j'ai trouvé ça super. Juste le match est super. Thatcher Champa, quelle équipe de dingue. Franchement, j'adore l'équipe Thatcher Champa. Une fin intelligente, un match intelligent et un très bon main event de NXT, un level weekly très bien atteint. Et donc du coup voilà, après ce top 3 des matchs de la semaine, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et d'ici la semaine prochaine avec le prochain résumé WWE de la semaine, je vous dis à la prochaine.